Bonjour à tous. Merci à tous d'être là pour donc la première journée du week-end des possibles. Donc une série de débats organisés par le Nouvel Observateur sur les questions de l'écologie. Avant de lancer cette table ronde sur la question des médias de demain, on parle de médias, donc un média d'aujourd'hui, le nôtre, le Nouvel Obs. Vous pouvez voir cette couverture projetée sur l'écran. On est assez fiers de ça, c'est l'Obs de cette semaine. Donc en vente depuis jeudi jusqu'à mercredi prochain dans tous les kiosques et aussi en ligne. Et donc c'est un appel pour la justice environnementale lancé par la rédaction de l'Obs en sollicitant pas mal d'acteurs d'action de l'environnement, d'acteurs politiques, d'acteurs aussi, vous voyez le nom. Vous voyez les noms, le catalogue est assez large. On est très fiers d'avoir François Molins en tête des signataires, puisque c'est vraiment une référence en matière de justice. Voilà. Donc, on voulait faire ce coup de projecteur et on le fera au début de chacune de ces tables rondes. Et d'ailleurs, à propos de une, je vous signale aussi qu'il y a une exposition des couvertures écolo de l'Obs, notamment des années 70 et 80, dans une des salles qui est près d'ici, qui vous montrera que l'Obs était à l'époque un média de demain et entend bien le rester et était déjà intéressé par les questions d'écologie. Voilà, c'est une petite page d'autopromotion. Maintenant, on va faire la promotion des autres, des nouveaux venus dans le jeu. Donc les médias de demain, l'intitulé du débat n'est pas tout à fait complet. En fait, c'est les médias écolos. Hein, on n'a pas fait toute la presse. Et on va voir qu'il y a les médias de demain, c'est évidemment du numérique. Donc je présente mes trois invités. Louis Esparglière, qui est à côté de moi, qui a fondé Média Vert Média. Je ne sais jamais s'il veut dire Vert ou Vert Média. Ensuite, comme on veut. Ensuite, Victoire Sato, qui a fondé The Good Goods. Et puis Rodolphe Meyer, qui est l'animateur de l'émission YouTube, je crois que c'est comme ça qu'on dit, Le Réveilleur. Donc ce que je me suis dit, c'était que le plus simple, c'était que chacun se présente un peu en détail. Ça me prenait 7-8 minutes s'il le faut, pour dire comment vous avez été amené à créer un média, parce qu'il y a des médias, un média sur la question écologique. Je pensais commencer par vous, effectivement, Victoire. Et avec cette question un peu en filigrane, voilà, qu'est-ce qui manquait et qui vous a amené à créer un média, et qu'est-ce qui manque, et quels sont aussi les obstacles, et quelles sont les réussites. Madame Victoire Sato, je vous passe la parole. On m'entend? C'est mieux. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, merci de me recevoir. Donc Victoire Sato, je suis effectivement la fondatrice et la dirigeante de The Good Goods, qui est à la fois un média, un petit peu d'hier quand même, parce qu'on a presque 6 ans, et de demain j'espère, un média et un studio de production de contenu qui est dédié à la transformation des industries de la mode, du textile et du luxe. L'origine de ce média que j'ai cofondé avec mon frère, c'était au départ un side project. Moi, j'ai absolument pas de formation journalistique, bien que quand j'étais enfant, je voulais littéralement faire Vogue, ce qui n'était pas un métier dans la tête de mes parents, et ils n'avaient pas d'idée du chemin pour accéder à cela. Donc par défaut et avec obstination, j'ai commencé par faire médecine. Je suis donc médecin, radiologue. J'ai exercé pendant 3 années et en parallèle, donc 3 années en libéral. Et ça fait 3 ans que je me dédie complètement à cette activité donc de direction éditoriale et de direction de cette entreprise, principalement par passion et aussi peut-être par raison. Pourquoi? Parce que dans ma carrière de médecin, évidemment la notion de soins m'animait. J'ai toujours été une passionnée d'apprentissage, extrêmement curieuse et toujours dans la transmission. J'avais pour ambition de m'orienter vers une carrière universitaire. Et j'ai toujours écrit en parallèle, et en moi résonnait cette petite voix quand même, cette volonté de créer quelque chose, d'avoir un métier plus créatif et de communiquer à travers des écrits, ce que j'ai fait sous différentes formes de blog. J'ai eu l'opportunité au cours de mes études de faire un Master 2 en pédagogie numérique, donc d'utiliser des outils pour apprendre à apprendre aux autres dans le digital. Et donc j'ai créé à ce moment-là mon propre outil qui était
ce blog qui parlait de mode responsable parce que, en tant que consommatrice de mode et vouée à avoir un très fort pouvoir d'achat, je ne me retrouvais pas dans ce que proposait la mode et les médias de mode conventionnels en ce qui concernait l'écologie, les alternatives responsables dans ma consommation. Donc en 2016, assez précurseur, je suis évidemment pas la première, il y a eu des tas de personnes avant moi qui ont fait un travail extraordinaire dont je me suis nourrie, mais à l'époque c'était quand même un sujet encore plus niche qu'aujourd'hui. Et donc j'ai créé cette structure, mon frère m'a rejoint avec des velléités entrepreneuriales en me disant je pense que ça va être un sujet de société, voyons avec toute la naïveté du monde de considérer la fragilité économique d'un média et la complexité d'en faire une entreprise, créons quelque chose d'officiel, créons une entreprise. Et cette entreprise donc a grandi. Grâce au SEO, grâce au référencement naturel, d'abord les citoyens puis les professionnels se sont intéressés à nos contenus. Je vous parlerai ensuite de la méthodologie, de l'approche qu'on a pour sourcer les informations que l'on transmet. Mais donc c'est comme ça que c'est devenu une activité à part entière et que j'ai pris un petit peu une casquette de conseil aussi aux entreprises à travers la création de ces contenus. Donc aujourd'hui notre média est à 80% dédié aux professionnels. On traite de toutes les questions relatives à la transformation de la chaîne de valeur, donc amont, comment est-ce qu'on fabrique un vêtement, de l'éco-conception design au sourcing des matières, aux méthodes qui permettent de relocaliser, de décarboner les chaînes de valeur. Évidemment, toute la partie juridique qui monte en puissance. Que dit la loi française internationale pour contraindre les marques aujourd'hui ? Avec, peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais une activité de lobbying positif en parallèle contre l'ultra fast fashion que je mène. Et puis tout le segment aval, donc après la consommation, enfin déjà comment consommer mieux et user mieux de ces vêtements, les faire vivre au maximum jusqu'à la fin de vie, comment est-ce qu'on les réemploie, comment est-ce qu'on les recycle, quelles sont les problématiques, quelles sont les réalités à date de la collecte, du tri et du recyclage et comment est-ce qu'on va de l'avant. Mon métier consiste à faire principalement de la veille intense sur les impacts et sur les solutions. Donc principalement toujours avec cette volonté d'aller au plus loin dans le sourcing des informations. La tagline de notre média, c'est la mode fondée sur des preuves. C'est un clin d'œil à la médecine. En médecine, on a ce qu'on appelle le evidence-based ou le fact-based medicine, qui fait que vous ne pouvez pas soumettre un patient à un traitement ou à une méthode diagnostique sans avoir fait valider cette méthodologie par vos pairs. Et donc, elle doit être fondée sur des preuves. Et donc, la evidence-based fashion n'existait pas, mais c'est un petit peu ce qu'on essaye de faire. Donc, je m'appuie beaucoup sur la littérature scientifique pour publier des papiers sur l'impact des polluants toxiques sur la santé, évidemment, enfin humaine, mais également planétaire, ou pour tout simplement aller débunker un petit peu les effets rebonds dans des solutions prétendument vertes, mais qui n'en sont pas, avant de les proposer aux entreprises avec lesquelles je travaille. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je ne sais pas s'il y a une question complémentaire ici, c'était clair. Les 20% restants, puisqu'il y a 80% de l'activité qui est dédié qui est ce que vous m'avez dit hier au téléphone, du B2B, donc vous adressez directement aux entreprises, c'est une logique de presse professionnelle, mais il y a 20% qui s'adressent au grand public, notamment via Instagram. C'est ça, exactement. Donc nous, on est un média exclusivement digital. On produit des contenus éditoriaux, on a une chaîne de podcast, des newsletters, on est sur les réseaux sociaux, et on a deux verticales, donc grand public, parce qu'on considère quand même que bien que la responsabilité, à mon sens, soit majoritairement dans les mains des entreprises et du juridique, des gouvernements pour la transformation sociétale qu'on devrait être en train de vivre, la sensibilisation citoyenne, elle est fondamentale. Et donc, on vulgarise les contenus complexes qu'on crée au quotidien pour les professionnels, sous forme de vidéos, sous forme d'infographies apprenantes sur Instagram. Et on a également une plateforme d'évaluation des marques sur notre site internet qui est un petit peu, si vous connaissez, l'équivalent d'un Yuka. Donc c'est pas une application, mais c'est une page du site sur laquelle vous avez une centaine de marques qui sont évaluées selon 36 critères environnementaux, sociaux, de gouvernance, de traçabilité, etc., pour vous permettre de faire des choix. Donc vous allez trouver des fiches de marques qu'on dit certifiées. Ce sont des marques qui ont été soumises à des audits chez nous, donc qui ont rempli des grilles d'évaluation pour lesquelles on a collecté les preuves de leurs fournisseurs, les factures des partenaires de confection avec lesquels elles travaillent. On donne une note et on met des liens vers leur site marchand aussi pour leur donner de la visibilité. Et vous allez trouver aussi des fiches sur des marques conventionnelles, en transformation ou des marques carrément à éviter, mais parce qu'on souhaite vous expliquer pour quelles raisons, finalement fondées sur des faits, hein, pas seulement parce que c'est notre opinion, mais parce que voilà, le rapport RSE est manquant, ou il y a une majorité de matières pétrochimiques, ou bien les chaînes de valeur sont opaques.
on vous conseille d'éviter cette marque et on vous en recommande d'autres. Et évidemment, ces marques-là n'ont absolument aucune redirection vers leur site marchand, puisque c'est pas l'intérêt. Et c'est vrai qu'on a à cœur de pousser même plus loin cette sensibilisation. On travaille en ce moment sur des formats plutôt académiques de sensibilisation dès le plus jeune âge dans les écoles et dans les lycées, mais là, plus sous forme d'ateliers physiques. Alors, ça me fait presque penser à Que Choisir, à un moment quand vous dites qu'on peut consulter, s'aider finalement, trouver de l'aide pour choisir les marques. Est-ce que Choisir, c'est un financement d'État au départ, si je ne me trompe pas? En tout cas, ce n'était pas les grandes entreprises qui financent. Vous, quand même essentiellement, votre chiffre d'affaires, ce sont les abonnements des entreprises du secteur. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce qu'il y a des gens qui vous font payer votre liberté de jugement, vos notations? Quand vous dites que telle marque, ça ne va pas, est-ce que non seulement cette marque-là, mais peut-être les autres disent « Oh là là, on est en train de nourrir une bête qui peut-être va nous manger la main ». Alors, on a des conversations intéressantes. Je dis des conversations parce que je pense qu'on est perçu comme un peu la voix du milieu, entre les médias très militants qui nous parlent et nous considèrent pas assez engagés, et les marques de luxe, par exemple, avec lesquelles on peut travailler, qui nous considèrent très engagés. Donc voilà, c'est une ligne de crête. On a un modèle économique qui est diversifié précisément pour être le plus indépendant possible. Donc effectivement, on a des contenus pour les professionnels qui sont accessibles de façon payante, comme Le Monde, vous payez un abonnement pour avoir accès au contenu. Évidemment, on raconte absolument ce qu'on veut. C'est pas des postures d'opinion, mais voilà, on est libre éditorialement dans ces contenus-là. C'est plutôt si vous voulez, des fiches pratiques, des méthodologies, par exemple, plutôt que des positionnements. Le dossier sur les alternatives végétales au cuir, on ne va pas donner notre avis pour savoir si c'est la bonne ou la mauvaise solution. On va vous donner tous les éléments pour choisir, selon votre marque, votre niveau d'engagement, d'avancement, la maturité de vos consommateurs et de vos consommatrices aussi. Donc on vous donne des faits et c'est à vous de choisir. Ça va être aussi méthodologie Bicorp, comment est-ce que je rentre dedans, combien ça coûte, qui peut m'accompagner, à quoi ça sert, etc. Donc sur des dossiers qui font 8-10 minutes de lecture. Ça c'est pour la partie donc freemium. Tous les contenus adressés aux consommateurs sont évidemment accessibles gratuitement. Ensuite, effectivement, on a des annonceurs. Alors les annonceurs dont vous parlez qui pourraient acheter notre éthique professionnelle, évidemment on les évite, ça nous arrive d'être sollicité par une marque par exemple à la virgule que vous connaissez tous, qui paye très cher et qui voilà, permettrait pendant 2 mois d'être tranquille sur ses besoins en fonds de roulement, mais voilà, c'est des choix qu'on fait parce que c'est une très mauvaise stratégie à long terme, tout simplement parce qu'on va se faire épingler par les gens qui nous lisent, en dehors du fait qu'en plus éthiquement on ne veuille pas faire ça. Là où ça peut amener à des dialogues intéressants, et c'est pour ça que je parlais de la voie du milieu, parce que ça nous permet quand même d'avoir accès à ces marques dont on considère qu'il faut les emmener dans le bateau de la transformation, sinon on ne va pas s'en sortir si on se les met à dos. C'est que quand on les épingle sur des vidéos en disant on a repéré quand même du greenwashing chez telle marque par exemple de sous-vêtements, c'est arrivé récemment mass market, donc fast fashion du sous-vêtement, on apprenait en fait aux citoyens, on scrollait dans une page internet, on naviguait et on apprenait aux citoyens à repérer les éléments en faveur du greenwashing. Donc il y a beaucoup de verre, il y a des petites feuilles qui symbolisent que ça parle de polyester recyclé par-ci et par-là. En fait, quand vous regardez la composition, il y en a 5% sur le total, etc. Donc des choses assez basiques. Et la marque nous a répondu en disant mais quand même on fait beaucoup de choses, est-ce qu'on pourrait vous présenter notre stratégie RSE? Et donc tout simplement on prend rendez-vous, on va discuter 2 heures avec cette marque et on leur explique que non, on ne peut pas retirer la vidéo, que oui ce qu'ils font c'est bien mais qu'il faut aller 17 crans plus loin et qu'on peut justement accompagner à travers nos contenus la sensibilisation des collaborateurs, la formation des dirigeants, à travers des conférences, à travers tout ce qu'on propose via l'activité studio, donc qui est la 3e jambe du modèle économique et qui est la principale, qui est la création de contenu en marque blanche, c'est-à-dire qu'on ne signe pas The Good Goods pour des annonceurs. Soit ce sont des grands groupes historiques ou des marques historiques qui veulent se transformer, par exemple, qui vont nous demander d'avoir une conférence, comme c'est arrivé récemment, sur les PFAS. Voilà, je suis une marque d'outdoor, j'utilise des PFAS, vous avez peut-être entendu parler de ces polluants chimiques qui sont cancérogènes, qui créent des perturbations endocriniennes majeures et qui sont partout, qui sont appelés éternels puisque leurs liaisons covalentes chimiques sont extrêmement résistantes, ils sont indestructibles, il y en a dans les poêles, il y en a donc dans les poêles à frire, mais aussi dans la cosmétique, dans les packaging, enfin
tout ce qui est associé à la pétrochimie peut potentiellement comporter des PFAS. Bref, ce sont des molécules qui sont aussi omniprésentes dans la mode et c'est très difficile de s'en défaire pour des raisons techniques et esthétiques. Et donc notre métier, c'est d'aller montrer les impacts de ces molécules, proposer des alternatives et les marques peuvent nous payer pour avoir ces ressources. Autre exemple, donc le deuxième typologie d'annonceurs, ce sont des startups souvent qui proposent des solutions, mais qui sont dans leur coin, qui n'ont pas de lien avec la mode et qui cherchent cette visibilité. Donc récemment, on a travaillé avec une entreprise qui fait de la traçabilité, donc qui propose à une marque de mode, par exemple X, encore une fois une marque de fast fashion, qui veut savoir d'où vient précisément le coton, dans quelle région du monde et quelles entreprises l'ont travaillé. Aujourd'hui, c'est très opaque puisqu'il y a des tonnes d'intermédiaires. Souvent, la marque achète des produits finis. Et bien, cette start-up propose de remonter la chaîne de valeur et grâce à une technologie efficiente. Et donc, nous demande de créer un contenu qui est un livre blanc, une démonstration commerciale de l'importance au regard de la chaîne de valeur elle-même et du juridique pour les marques comme la marque de fast fashion d'utiliser ces services. Voilà pour le tour de la question économique. Ok, ben là je crois qu'on a un bon aperçu. Merci beaucoup. Je vais passer à Rodolphe Meyer. Victoire Sato, vous m'avez dit que vous étiez 4 salariés, je crois. Rodolphe, je crois qu'il est tout seul ou 1,5. Et puis après, on aura un énorme média, l'Espaglière, où ils sont 8. Donc on est dans les médias de demain. Rodolphe, je vous laisse vous présenter Le Réveilleur. Donc là, on est sur YouTube. Donc bonjour à tous, effectivement Rodolphe Meyer, j'ai fait une chaîne YouTube qui s'appelle Le Réveilleur et je travaille beaucoup tout seul dessus. Ça m'arrive de payer quelques personnes un peu pour le montage, j'ai ma mère qui relit les sous-titres pour pas que vous ayez de fausses quand vous voyez les sous-titres de la vidéo. Donc j'ai des coups de main à droite à gauche, mais le gros du travail c'est quand même moi. J'ai commencé cette chaîne en 2015 alors que j'étais encore en doctorat, donc j'ai fait une école d'ingénieur et un doctorat. C'est surtout en fin d'école d'ingénieur que j'ai été confronté aux problèmes environnementaux. Et en 2015, en fait, on ne parlait pas tant de ça encore, de climat et des autres problèmes environnementaux, et notamment sur YouTube. C'était quand même pas terrible ce qu'on pouvait trouver, pas mal de conférences climato-sceptiques. C'était l'époque où Arte faisait encore des documentaires climato-sceptiques. Si vous regardez Le Secret du nuage, par exemple, c'est pas une bonne pub pour la chaîne. Et donc à l'époque, par ma formation, je me suis rendu compte que ces problèmes environnementaux étaient assez graves. On en avait une bonne compréhension scientifique. Et il y avait un gap de connaissances que je ressentais entre ce qu'on savait dans les milieux scientifiques et puis ce qui passait au grand public. Et donc en parallèle de mon doctorat, j'ai commencé une chaîne YouTube pour essayer d'amener ces éléments avec une croyance un peu naïve à l'époque qui était que moi, en tant que scientifique, j'avais été convaincu par des éléments scientifiques. Donc je me suis dit, voilà, en présentant ces éléments, je vais en convaincre d'autres. Et c'est pour ça Le Réveilleur. Alors c'est un peu illusoire parce que tout le monde n'a pas les mêmes manières de penser et ça ne convainc pas tout le monde. Hein. Les rapports du GIEC ou les éléments techniques, souvent, ça ne suffit pas. On peut considérer que c'est nécessaire, mais c'est rarement suffisant. Et donc j'ai fait ça en parallèle du doctorat. À la fin du doctorat, j'ai essayé d'en faire une activité professionnelle. Moi, mon modèle économique, c'est essentiellement le financement participatif. Donc, pour ceux qui connaissent Tipeee, ex-Utip, KissKissBankBank, donc il y a une partie de mon public qui donne de l'argent sans contrepartie pour que mon contenu existe. L'avantage de ça, comme c'est ma source principale de revenus, c'est que j'ai une liberté absolue de sujet, de ton, de temps, parce que je fais 5-6 vidéos à l'année. Alors, je fais des vidéos assez longues, hein, si vous voulez en apprendre plus sur... Je sais pas, la voiture électrique, il y a une vidéo d'1h15 et une autre d'1 heure. Donc on fait un peu le tour de la question. On va un peu gratter dans ce que disent les rapports et les études scientifiques. Donc voilà, moi je prends le temps de faire des analyses assez longues sur des sujets surtout autour du climat et de l'énergie. Qu'est-ce qui se passe si on arrête nos émissions? Est-ce qu'il y a une inertie du climat? Est-ce que la température se stabilise rapidement? Qu'est-ce qu'on sait des déchets nucléaires? Est-ce qu'on sait les gérer? Quelles sont les solutions à moyen long terme? Est-ce que l'éolien et le photovoltaïque ont des chances de se déployer rapidement, pardon? Comment on peut gérer l'intermittence? Donc des questions un peu techniques sur les sujets d'énergie et de climat. Et à l'époque, ce que j'avais perçu comme un écart entre ce qu'on dit dans les rapports de l'ADEME, de RTE, du GIEC, et puis ce qu'on entend dans le domaine grand public et aussi dans les sphères écologiques, bah, je continue à penser qu'il y a cet écart-là, donc je continue d'avoir du travail là-dessus. Et donc voilà, je vais gratter des rapports que vous avez sans doute pas envie de lire, parce que souvent ils sont assez longs et austères, et j'essaye d'en tirer ce qui peut être intéressant pour faire des choix politiques, vis-à-vis de technologie, vis-à-vis d'évolution de consommation, des choix auxquels on est confronté, essayer d'avoir un peu des éléments scientifiques pour nous aider à nous décider.
Voilà, c'est rapide. Alors, vous touchez combien de personnes? 200 000 abonnés, vous disiez? Ouais, j'ai un peu plus de 200 000 abonnés. Alors, mes vidéos peuvent être assez longues. J'ai aussi travaillé pour la chaîne YouTube du Monde. J'ai fait 4 vidéos avec Le Monde sur le changement climatique qui sont beaucoup plus courtes. Quelles sont les conséquences du changement climatique? Voilà, c'est 15 minutes, c'est tout animé, c'est assez facile. On m'envoie des screenshots de salles de lycée, donc je sais qu'il y a des lycéens qui se voient infliger mes vidéos pour Le Monde. Et donc là, c'est une vulgarisation qui est un peu plus poussée et qui a touché plus de monde. Cette vidéo-là, elle a fait un peu plus d'1 million de vues, donc c'est un peu plus conséquent que ce que je fais sur ma chaîne. Et j'en ai fait d'autres. Quelles sont les émissions en France? Quelles sont les émissions dans le monde? Voilà. Quel pays? Qu'est-ce que ça change quand on regarde par pays, par habitant? Qu'est-ce que ça change quand on prend en compte la déforestation ou pas? Qu'est-ce que ça change quand on ajoute les autres gaz à effet de serre? Donc toutes ces questions-là qui permettent d'avoir un peu, de se forger une opinion sur ces sujets. Donc vous êtes tout seul. Le modèle économique, c'est, vous m'avez dit au téléphone, des dons. Ouais, je suis surtout tout seul. Ouais. Ça m'arrive de travailler avec des collègues vidéastes et ça m'arrive d'employer un peu des personnes, mais sur des temps limités. On peut pas manger à 2 sur la chaîne pour l'instant. Et le modèle économique, ouais, c'est surtout des dons. Est-ce que c'est voué à rester un peu des aventures solitaires YouTube, ou est-ce que ça peut grossir, devenir des rédactions? Moi, évidemment, je viens d'un journal où on a l'habitude de la rédaction et d'un média comme une aventure collective. Là, il y a un côté aventure individuelle. C'est une étape où, au fond, on peut imaginer comme ça que l'avenir, ce soit plein de petits médias, de médias individuels, de médias auto-entrepreneurs? Alors, c'est une bonne question. Déjà, oui, il y a de la place sur YouTube, même pour des formats proches du mien. Je pense par exemple à l'agriculture qui mériterait un peu de vulgarisation scientifique parce qu'il n'y a pas grand-chose sur le créneau YouTube en tout cas. Donc il y a de la place pour d'autres individus comme moi. Et puis il y a des personnes sur YouTube aussi qui sont allées vers des formats plus collectifs. Je dirais qu'il y a 2 limites. La première, c'est le modèle économique. Si je veux rester complètement indépendant, à quel point je peux étirer les dons, c'est une bonne question. Ou alors il faut que j'essaye d'avoir d'autres sources de financement et c'est pas toujours évident. Et puis l'autre grosse limite dans mon cas, c'est le contrôle, quoi. Moi, je vais chercher tout, je vais tout vérifier, il faut que tout je vérifie moi-même. Et du coup, c'est dur pour moi de réussir à déléguer des actions. Donc, il y a une question de modèle économique, mais aussi une question de trajectoire personnelle qui est que si je veux avoir plus de gens et travailler à plus, il va falloir que j'apprenne à lâcher un peu prise, notamment sur le fond. Et ça, pour l'instant, c'est pas évident. Le fond, pour l'instant, c'est moi qui vérifie tout et c'est aussi ma marque, c'est aussi ma crédibilité. Donc, si je commence à déléguer ça, qu'est-ce que ça veut dire à moyen long terme pour la chaîne? C'est pas évident. D'accord. Et une dernière question, vous estimez aujourd'hui, vous avez commencé en 2015, qu'au fond vous avez été un peu rattrapé par la presse mainstream, qu'il y a de la production aujourd'hui de vidéos approfondies, expliquant sérieusement les différents problèmes autour du climat et de l'énergie? C'est une bonne question. Il y a Le Monde puisque vous travaillez avec eux. Ouais, alors c'est une bonne question. C'est vrai que les vidéos du Monde, par exemple, ils en ont régulièrement sur l'environnement. Ils essayent de prendre ce créneau-là de YouTube et je pense qu'ils ont un bon créneau en termes de longueur et de visibilité. Après, sur la vulgarisation scientifique dont je suis assez proche, je pense qu'il n'y a pas encore assez de personnes qui s'intéressent aux questions d'écologie, de climat et d'environnement de manière plus générale. Je pense notamment à l'agriculture, la biodiversité dont on parle moins. Donc il y a clairement des espaces restants à coloniser là-dedans. Ce qui s'est beaucoup développé depuis, c'est des médias plus militants ou plus politiques. Et je pense qu'ils continuent à manquer des personnes sur la vulgarisation des sujets techniques et scientifiques en essayant de ne pas trop polariser, d'essayer d'amener des éléments à un peu tout le monde. Parce que, comment dire, sur les réseaux sociaux, il y a quand même une logique dans le modèle économique et dans le fonctionnement des algorithmes qui amène à la polarisation. Et en fait, il y a beaucoup de médias écolos qui rentrent dans ce travers-là. Et je pense que c'est un travers qui nous fait beaucoup de dommages en tant que société, cette polarisation. D'accord. Alors au fond, on a eu la presse professionnelle, une presse de vulgarisation, puis on va un peu avoir ce que vous disiez avec le Sparglière, la presse engagée. Vous acceptez le terme, enfin vous allez nous dire. Je vais vous laisser raconter là aussi votre histoire. Comment vous avez été amené à créer le Vert Média? Alors, le Vert Média, ça c'est non. Non, Vert Média, pardon. C'est vers le média vert à la rigueur, mais pas le Vert Média. Bonjour à toutes et à tous, pardon de commencer mon intervention comme ça. Donc moi je suis journaliste, il y a 7 ans je suis sorti d'école, j'ai écrit pour pas mal de titres de la presse plus traditionnelle. J'ai bossé un petit peu à Mediapart, j'ai travaillé sur la politique, sur les questions sociales
Et j'ai basculé au moment de la crise des Gilets jaunes sur les sujets environnementaux. En fait, je tenais les deux rubriques sociales et environnement aux dernières nouvelles d'Alsace pendant la crise des Gilets jaunes. Et en fait, j'ai pris conscience du fait que c'était le même sujet posé de deux manières différentes. Et donc, je suis passé de l'autre côté. Et je suis un peu passé aussi de l'autre côté du miroir. Je pense que les gens qui travaillent sur ces thématiques-là ont eu ce sentiment de vertige quand on prend conscience de ce qui se passe réellement. Et donc, il m'a plus jamais paru possible de traiter d'autres sujets que l'écologie et tous les sujets connexes. Alors c'est très 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 large. En 2019, j'étais journaliste pigiste indépendant sur les questions environnementales. J'étais très très nul comme journaliste pigiste, j'arrivais pas à vendre de papier. J'étais un peu en train de me dire que j'avais fait le tour du journalisme et que j'y arrivais pas, et que c'était trop dur et que j'allais faire complètement autre chose. L'été 2019, c'est celui où il a fait 46 degrés dans le sud de la France en plus, donc j'avais l'éco-anxiété au maximum. Enfin bref, j'étais dans un cul-de-sac à tous les endroits de ma vie. Quand m'est venue l'idée, parce que ça m'est un peu tombé dessus, je me disais qu'il manquait en fait un journal qui, en fait tous les matins, moi je devais lire beaucoup de journaux pour avoir saisi les principaux sujets sur l'écologie. À l'époque, Le Monde, Reporter et d'autres avaient été beaucoup moins pléthoriques et ils couvraient beaucoup moins de sujets sur l'écologie. Et donc il me semblait qu'il manquait un média qui fasse une revue de presse généraliste de tous les sujets liés à l'écologie. Et donc je me suis dit que ça pouvait me servir à moi, ça pouvait servir à d'autres journalistes, à des gens dans des ONG, à des profs et j'en passe. Et donc j'ai créé en fin 2019 une newsletter quotidienne qui permettait de s'informer, ou qui permet toujours d'ailleurs parce qu'elle existe encore, de s'informer en 5 ou 7 minutes par jour avec des articles courts, relativement faciles d'accès pour des gens qui ont l'habitude de lire, des brèves, des dessins de presse, voilà, c'est vraiment, il y a tout ce qu'on pourrait retrouver dans un petit journal quotidien. Et donc ça, on l'a lancé, au début j'étais tout seul, fin 2019. Et ensuite, ma compagne m'a rejointe, elle avait quitté son travail pour écrire un roman, puis elle est devenue journaliste en dirigeant la société qu'on a créée ensemble. Et voilà, c'est Juliette Keff, je la salue. Non, elle n'est pas là, je la salue. Ouais. Et donc en 2020, on a créé une société, on a développé plein d'autres choses. Donc il y avait la newsletter quotidienne, on a fait une hebdo, on a développé un site web parce qu'on s'est vite senti à l'étroit en fait dans ce format court qui était celui du newsletter. On a aussi lancé un compte Instagram. Au début, c'était juste pour poster des trucs. Maintenant, c'est vraiment un média à part entière. Et en fait, il y a beaucoup plus de gens qui nous connaissent sur Instagram que dans la newsletter. Pour vous donner un chiffre, il y a 80 000 abonnés à nos newsletters et il y a 160 000 personnes qui nous suivent sur Instagram. Donc pour beaucoup de gens, on est d'abord un compte Instagram. Et donc on a un peu deux publics. On a un public qui est plus, on va dire, qui a l'habitude de lire la presse, plus CSP+, en gros, qui lit la newsletter. Et sur Instagram, on fait d'autres choses. On fait des formats un peu rigolos, on joue un peu sur les codes de la viralité. Voilà, celles et ceux qui connaissent le compte Instagram de Vert reconnaissent le bonnet et la barbe de notre ami Gaëtan Gabriel qui fait des vidéos un peu marrantes. Et donc on joue sur d'autres codes et on touche un public beaucoup plus large. Et donc nous, notre manière de considérer, alors aujourd'hui oui on est 8, j'en reviendrai peut-être au modèle économique dans un instant, mais en gros nous on ne considère pas que l'écologie c'est une rubrique qu'on pourrait supprimer, comme on le voit hélas aujourd'hui dans certains titres de presse, ou un programme qu'on pourrait déprogrammer, comme on le voit malheureusement aujourd'hui dans des médias audiovisuels publics, ce qui paraît assez incroyable en 2024, après avoir vécu l'année la plus chaude de l'histoire de l'humanité. Et donc nous au contraire, l'écologie c'est vraiment une grille de lecture, c'est un prisme au travers duquel on considère ou on reconsidère l'ensemble des sujets. Et en fait, quand on adopte cette grille de lecture, on constate qu'il n'y a pas grand-chose qui échappe au spectre de l'écologie. On a parlé d'agriculture, de biodiversité, de transport, d'énergie, la politique, le social. Voilà, à part quelques romans ou le foot, voilà, on n'est pas toujours obligé de parler d'écologie. Mais en fait, c'est vraiment cette grille de lecture-là. Et en fait, on considère que c'est hyper important de mettre ces lunettes vertes pour essayer de jeter un autre regard sur la société. Notamment parce que il y a une approche, je suis en train de je réfléchis un peu à voix haute, mais en fait aujourd'hui on essaye beaucoup d'agir sur les symptômes de la crise climatique, c'est-à-dire on parle beaucoup de tonnes de CO2, de mégawatts, de choses comme ça, mais en fait le vrai problème c'est qu'il y a deux paradigmes qui sont vraiment dominants. Le paradigme croissanciste néolibéral qu'on connaît très bien et qui nous a mené à la situation qu'on connaît de mieux en mieux, et qui aujourd'hui est en train, dans beaucoup d'endroits en Occident, d'être remplacé par un paradigme beaucoup plus conservateur, proche de l'extrême droite. Et en fait, ces deux paradigmes, ils sont vraiment la cause de tous nos problèmes aujourd'hui. Et donc, c'est hyper important, quand je dis mettre des lunettes vertes, en fait, c'est adopter un autre regard sur tous les sujets, et donc essayer de faire émerger un autre paradigme pour agir sur les causes et non pas sur les conséquences de la crise climatique. Et après, bon, si vous voulez, je reviendrai encore plus à la racine, qui pour moi est la domination masculine, mais c'est encore un autre sujet. Et donc, alors, est-ce que c'est un média engagé ou militant ? Moi, je considère qu'on a un média, comment dire ? En fait, on a un média un peu traditionnel,
Moi, je pense pas qu'on soit un média de demain, je pense qu'on est un média d'aujourd'hui et de demain, j'espère. Mais en fait, on a des articles qui sont extrêmement factuels, très basés sur ce que raconte la science. On a épluché les rapports du GIEC, on fait à chaque fois une grosse programmation. Quand il y a les COP sur le climat, on est comme des oufs, on va suivre les négos, on parle aux scientifiques, etc. Donc on a vraiment une approche parfaitement journalistique. On n'a pas aucun lien avec les ONG, avec des partis. On a vraiment une approche qui est très loin de l'approche militante. Mais on a un ton qui parfois peut un peu défrisé quand on a l'habitude de lire une presse plus traditionnelle, conservatrice ou libérale. Mais je considère qu'on n'est absolument pas plus engagé en fait que Le Point, Libé, Le Figaro ou Mediapart ou ce que vous voulez, quoi. Alors, je fais un gros monologue. Est-ce que je parle du modèle éco? Tout petit peu, oui, maintenant du modèle. Ça marche. Merci, je fais les questions et les réponses. C'est très sympa à l'inviter. Comme on avait répété avant. Oui, c'est ça. Tout ceci est cousu de fil blanc. Donc, le modèle économique. Alors, on veut rester absolument 100% indépendant. Donc, on a un modèle qui est essentiellement basé sur les dons. Alors, nous, c'est pas un Tipeee. On a droit à des dons défiscalisables. C'est des petites astuces de la presse. C'est des petites choses légales. Ça constitue 70% de nos revenus. Il y a un an, on a créé le club de verre. Et donc, on a 3000 personnes qui nous soutiennent tous les mois, qui ont fait le choix de le faire comme pour Rodolphe de manière volontaire, c'est-à-dire qu'ils ont des contreparties symboliques, mais en fait c'est surtout parce qu'ils ont envie que nos infos existent et qu'elles aient plus de résonance. Et donc ça c'est complètement ouf parce qu'il y a un an on avait des revenus qui fluctuaient, machin, et en fait depuis un an on a une stabilité hyper importante, et ça nous a permis de recruter 7 personnes, donc aujourd'hui on est 7. Et ensuite on a deux autres sources de revenus. On a des aides au pluralisme pour la presse en ligne. Donc la presse papier, alors je n'ai pas regardé combien l'offre touchait d'aide chaque année, mais ce n'est pas le sujet. Mais la presse en ligne, c'est tout nouveau qu'il y ait des aides juste au pluralisme, en fait, pour que ça existe. Et donc ça représente une petite partie du budget qui reste. Et enfin, on forme des journalistes de médias mainstream pour qui, elles et ils, améliorent leur traitement de tous les sujets à l'heure de l'urgence écologique. Et donc on a formé avec nos amis d'Imagine 2050 et de samsa.fr des journalistes du Parisien, de BFM TV, de France 24, d'RFI. Et donc en fait ça c'est hyper important pour nous parce que c'est le prolongement de notre production journalistique. Et en fait on n'est pas tout seul, nous on a vocation à grandir. J'ai vraiment envie et je pense qu'on a besoin qu'un média comme Vert grandisse. Mais il y a plein de médias très installés comme l'Obs ou d'autres qui ont des savoir-faire hyper intéressants, qui ont une audience de dingue, qui ont vraiment une culture qui est précieuse. Et donc nous on a envie de faire alliance avec ces médias-là pour qu'ensemble on arrive à changer les choses. D'accord, très bien, il n'y avait pas besoin de relance, tout est dit, merci beaucoup. On va passer au deuxième temps du débat avec, je vais vous passer la parole pour que vous puissiez poser des questions. Je voulais juste faire deux petites notations, une un peu amusée. Je constate que quand un média de demain, ça passe souvent par le soutien de la famille. Il y avait la mère, le frère, la mère et la compagne, je crois. Donc chacun, vous avez eu des coups de main comme ça, familiaux. La deuxième chose, c'est ce modèle du gratuit. Qui est quand même, qui avait été un petit peu inauguré aussi par Reporter dans le même champ, et dont on voit que ça a l'air d'être quelque chose qui commence à non seulement se diffuser, mais même se stabiliser à vous entendre. On y réfléchira, il y a ma directrice qui est là-bas, on réfléchira à avoir des dons comme ça. Laissez les dons aux médias indépendants s'il vous plaît. Ça pourrait faire du chiffre d'affaires. Voilà, alors il y a un micro normalement qui doit pouvoir passer, il est là-bas. Je vais donc vous passer la parole, demander de lever la main. Ce que je trouve bien, c'est qu'on essaie d'alterner homme-femme et peut-être même éventuellement, idéalement, de commencer par une femme pour lancer la discussion. Donc, que ceux qui ont des questions à poser à 3 invités lèvent la main. Est-ce qu'il y a des questions? Une personne, une dame, parfait, au premier rang. Moi j'ai une question très simple, vous avez parlé de polarisation des médias sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus quel est ce concept s'il vous plaît? Alors c'est Rodolphe. Ouais, je crois que c'est moi qui ai un peu parlé de ça. Je pense que c'est un enjeu important pour les médias comme nous d'avoir conscience de ça. Et j'ai notamment un collègue vidéaste qui s'appelle Lé, qui est sur une chaîne qui s'appelle Science for All, qui travaille pas mal là-dessus, et sur la question des algorithmes de recommandation. Et en fait, les algorithmes de recommandation qui aujourd'hui jouent sur tout ce que vous voyez, en fait, ce à quoi vous êtes exposé quand vous n'êtes pas abonné à des newsletters ou que vous n'allez pas chercher le papier au kiosque,
c'est les algorithmes de recommandation qui fonctionnent sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Google Actualité. Et donc, c'est des intelligences artificielles qui choisissent ce que vous regardez. Et aujourd'hui, on pourrait considérer que c'est les intelligences artificielles les plus puissantes. Hein. Parce que suivant ce que vous regardez, ça va jouer beaucoup sur ce que vous pensez, qui joue sur ce que vous votez. Et il y a un gros défi derrière de contrôler ces intelligences artificielles ou de limiter l'influence de pays qui veulent twister là-dedans. Et du coup, les créateurs de contenu, nous, ce qu'on veut, c'est de la visibilité. Parce que souvent, ce qu'on veut, c'est avoir un impact et ou un revenu. Et les deux sont liés à la visibilité. Et donc, on va rentrer dans ces jeux des algorithmes de recommandation. Et les algorithmes de recommandation, comment ils sont faits? En général, ce qu'ils essaient d'optimiser, c'est le revenu de ceux qui les détiennent. Donc, c'est votre temps de rétention sur les plateformes. C'est une prédation de votre attention. Et donc, qu'est-ce qui va faire que vous restez sur une plateforme? C'est parce que vous vous sentez engagé, et souvent ça va jouer sur des émotions et rarement sur de bonnes émotions. Vous allez rester parce que vous êtes intéressé, parce que vous êtes énervé, parce que là on vous dit quelque chose que vous n'avez pas entendu ailleurs. Et ça fait des effets qui sont assez importants, hein. Moi, quand j'ai commencé sur YouTube Le Réveilleur, il y avait une très très forte visibilité des conférences climato-sceptiques. C'était pas l'intelligence artificielle de YouTube qui disait proposer des conférences climato-sceptiques. C'était les personnes qui tombaient là-dessus, qui trouvaient ça intéressant. On leur disait enfin quelque chose de différent de tous ces politiques qui sont corrompus. Et donc ils enchaînaient comme ça ces vidéos-là, et ces vidéos faisaient des vues, et donc on rentrait dans ces logiques de ces médias. Et donc il y a une logique de polarisation, parce que souvent ce qui engage, c'est ça, c'est l'impression d'avoir mieux compris tout le monde, que les autres ils sont débiles, et ça capitalise là-dessus. Ça capitalise là-dessus, et du coup, les influenceurs qui rentrent dans ces logiques-là, ils doivent aller toujours plus loin, donc ça devient des critiques perpétuelles des mêmes choses et des discours un peu caricaturaux, et c'est très dur de sortir de ça. Parce que moi, en fait, je suis un média, mais j'ai juste une chaîne YouTube. Moi, je dépends de ce que YouTube, donc Google, choisit de montrer. La survie de la chaîne, alors je pourrais faire autre chose, hein, mais la visibilité de la chaîne dépend de ces algorithmes. Et donc voilà, à quel point on peut sortir ou pas de leur jeu et éviter de cette polarisation. Et après la polarisation, c'est aussi une notion qu'on voit, notamment quand on parle de politique, et je pense que c'est beaucoup plus documenté dans le cas américain, mais ce qu'on voit par exemple, c'est que il y a de moins en moins de questions qui sont apartisanes. Il y a de moins en moins de députés par exemple d'un bord qui vont voter pour une loi de l'autre bord. Et donc, quand on regarde qui vote quoi, on voit que les deux côtés s'écartent de plus en plus. Pardon, alors, du coup, comment vous faites, vous, pour rester visible sans polariser? Puisque vous avez un peu expliqué que c'était... Ouais, moi j'essaye de... Alors, c'est difficile. Hein. Moi, il y a un premier truc que j'ai essayé et que j'ai appris petit à petit. Hein. Je ne dis pas que je faisais ça bien dès le début, mais par exemple, quand je parlais de climat, ma première approche, ça a été d'expliquer ce que racontaient les études scientifiques. Et ensuite, je me suis rendu compte que les conférences climato-sceptiques, pour des personnes qui ne sont pas habituées à la littérature scientifique ou qui n'ont pas les connaissances, c'est pas évident de s'en sortir. On ne peut pas exiger de tout le monde qui comprenne où est l'erreur. Donc, dans un second temps, j'ai critiqué directement de conférences climato-sceptiques, je les ai décortiquées parce que j'ai le bagage pour le faire et je pensais que c'était utile. Et en fait, je me suis rendu compte que pour le faire correctement, si la personne est convaincue que le climato-sceptique a raison, il ne faut pas la braquer. Donc il ne faut pas arriver en disant lui ce qu'il dit c'est complètement con. Il faut dire mais non, là la figure elle est tronquée, ou alors là il y a une astuce rhétorique, etc. Et donc j'essaye de ne pas braquer une personne qui serait convaincue par l'inverse de ce que je suis en train de raconter. Et donc de rester assez ouvert à ça. Ne pas braquer. Lou, est-ce que vers le média se retrouve parfois tenté de polariser pour faire le buzz? Alors c'est une question qui est hyper dure parce qu'en fait, Rodolphe l'a un peu évoqué, mais ça mêle énormément de choses différentes. Pour un média qui n'a pas une grande visibilité, c'est hyper difficile de faire un truc généraliste sobre comme Le Monde. Moi au début, je voulais faire un truc comme ça parce que je viens de la tradition presse-papier et tout. Et en fait, quand on n'est pas connu sur les réseaux sociaux, ça emmerde tout le monde. Enfin, à part Hugo Décrypte, moi je connais personne qui a réussi à faire une grosse audience en faisant un truc très factuel, qui a l'air neutre, qui a l'air voilà. Et donc en fait la tentation elle est permanente. En revanche, nous on n'a pas du tout envie, encore une fois on se place pas dans le champ militant, on joue pas le combat des ONG gentilles contre les méchantes entreprises, on écrit sur les bonnes entreprises et les mauvaises ONG aussi, enfin bref, donc on n'est pas du tout... Par contre c'est sûr qu'il y a une tentation sur le ton, parce qu'on sait très bien que si on commence un post avec un truc un peu énervé, même si après toute l'info elle est très journalistique et beaucoup plus douce, et ben en fait ça va plus inciter les gens à y aller. Donc
pour exister, on est en permanence tenté de jouer un peu cette corde-là, et donc c'est vraiment, on est sur une ligne de crête en permanence, quoi. Et donc nous, en fait, on fait un peu, mais alors ça pour le coup, la presse traditionnelle le fait aussi, c'est qu'on distingue des contenus très journalistiques de choses plus des éditos. Et en fait, moi, je fais des éditos sur les réseaux sociaux au nom de Vert, où je prends un ton un peu plus engagé, mais c'est plutôt, c'est pas engagé dans le sens, c'est pas coloré politiquement. Et je sais pas de taper systématiquement, enfin c'est pas méchant, ça reste juste un truc. Moi j'ai ressenti ça en voyant cette chose-là, je me sens un peu, ça m'a un peu fait me sentir mal et ça, du coup ça résonne avec d'autres gens. Et en fait c'est dingue de voir à quel point on est. Alors nous on a la chance effectivement d'avoir une newsletter, donc les gens qui sont abonnés, ils reçoivent tout le temps la newsletter. Il n'y a pas d'algorithme qui va changer ou d'un coup en fait. Et en plus c'est pas vrai parce que si Gmail décide que ça ressemble à un spam. Non mais c'est un vrai truc, hein. Si Gmail décide que les trucs sur l'écologie, ça maintenant c'est de la poubelle, et ben on perd la moitié de notre audience. Mais on a vu notamment que Facebook a changé complètement ses algos, a fait disparaître les médias de ce que pouvaient voir ses usagers. Enfin, je sais pas si on se rend compte sur le plan démocratique ce que ça veut dire d'avoir un réseau social utilisé par 2 milliards de personnes où on décide que la presse n'existe plus. Et par contre, on a vu notamment pendant la crise des Gilets jaunes, mais c'est un phénomène c'est une trame de fond, que les contenus climato-sceptiques, les trucs anti-vax, tous les trucs les plus polémiques, les plus générateurs d'énervement, c'est ça qui est le plus mis en avant. Donc voilà, c'est la responsabilité des algorithmes et des plateformes de ce point de vue-là, elle est incroyable. Et aujourd'hui, nous, on est très dépendants d'Instagram. Et si Instagram décide demain, et c'est un peu une discussion qu'il y a en ce moment, ils ont décidé que bientôt, on ne pourrait plus recommander dans les pages de recommandation d'Instagram des contenus jugés comme politiques. Sauf qu'évidemment, on ne sait pas ce qu'est un contenu politique pour Meta. Et donc, ça pourrait être des trucs qui parlent de politique, mais aussi des trucs qui parlent d'actualité. Et donc, ça pourrait bientôt être les trucs des médias. Et donc, à ce compte-là, on perdrait tous une grosse partie de notre audience, quoi. D'accord. Je peux juste rajouter un truc rapidement. Hein. Rapidement, ouais. Donc, je crois que Victoire aussi veut dire un mot, mais très rapidement. 2 secondes. Il y a un premier truc aussi, un choix qui est volontaire sur la chaîne, c'est que je ne vais pas que sur des sujets sexy. Par exemple, j'ai passé beaucoup de temps sur la tarification du carbone, donc la taxe carbone, qui n'est pas un sujet sexy pour des raisons politiques. Il n'y a pas grand monde qui le défend dans les milieux écologiques, alors qu'il faudrait. Et donc c'est vraiment un choix. Je fais une vidéo qui me prend beaucoup de temps et je sais qu'elle ne sera pas beaucoup vue. Et l'autre truc, pour ceux que ça intéresse, je vous conseille de lire La dictature des algorithmes, qui vient de sortir, là, qui sont de collègues vidéastes et qui sont sur ces algorithmes et les enjeux derrière. Victoire, ça vous concerne? Oui, oui. Je voulais éventuellement, si on a le temps, bien sûr. Je vais encore reprendre ma voix du milieu, mais rebondir sur ce que vous avez dit. Je dirais que notre positionnement, enfin, il y a 3 manières, on va dire, de pallier à cette polarisation. Pour moi, premièrement, c'est la diversification en fait, de nos supports. Comme avec ces économies, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier, je pense, pour plusieurs raisons. Déjà pour cette question d'algo, parce que du jour au lendemain, vous pouvez disparaître. Ensuite, parce que vos lecteurs, vos auditeurs et auditrices ne sont pas les mêmes sur les mêmes canaux. Les gens qui nous suivent, comme l'a dit Lou sur Instagram, ne sont pas ceux qui lisent nos newsletters, qui ne sont pas ceux qui sont abonnés aux médias, et ne sont pas ceux et celles qui écoutent le podcast. Et la pédagogie étant la répétition, multiplier les supports, ça sert votre audience et votre message. Ça sert aussi, c'est très méritocratique parce que le référencement est encore la seule chose méritocratique sur Internet. Google et les moteurs de recherche en général font quand même bien leur travail. Si vous faites bien le vôtre et que vous parlez de façon intelligente et qualitative de sujets sur lesquels vous devenez référent et autoritaire, vous remontez dans les algorithmes et vous êtes pérenne dans le temps. Demain, si vous tapez Lyocell ou loi AGEC mode, il y a de grandes chances pour que maintenant et dans 6 mois, The Good Good soit le premier ou le 10e lien, sachant qu'on ne paye aucune sponsorisation pour remonter sur les moteurs. Et donc ça, c'est effectivement très bénéfique. Ça n'est pas la même chose pour Instagram, notamment, et TikTok, où on peut être tenté de se polariser pour être visible. Mais je dirais que, pour reprendre ce que tu disais sur Hugo Décrypte, pour moi, il est possible d'utiliser ces codes ponctuellement. On le fait notamment avec des sujets qui nous dévorent et pour lesquels il n'y a pas de possibilité d'avoir un avis favorable, c'est-à-dire une marque comme Shein, l'ultra fast fashion, il n'y a pas d'alternative positive. Vous pouvez encore essayer de me convaincre qu'on peut faire quelque chose d'H&M et Zara. Je pèse mes mots, hein, il y a du travail, mais Shein n'est pas légitime, ne devrait pas exister dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc là, on s'autorise à faire des contenus un petit peu plus clickbait. En revanche, à mon avis, l'écueil majeur, c'est de ne pas back-upper, c'est de ne pas assurer la pédagogie nécessaire pour donner les outils à votre auditoire pour ensuite comprendre
par eux-mêmes, par lui-même, ce qu'ils doivent faire de ces informations. Je vous donne un exemple, c'est très facile. Récemment, donc on a publié un chiffre selon lequel Chine et Temu, qui est son équivalent, envoient par jour l'équivalent de 108 Boeing de colis, de marchandises quasiment jetables, dont les paquets pèsent aussi lourd que ce qu'il y a dedans, ce qui est une aberration à tout point de vue. Évidemment, ça révolte, il y a une indignation, donc ça va cliquer, c'est sûr que ça va marcher, on sait que ça va être viral, on va gagner des abonnés. Ensuite, pour capter l'attention de ces gens sur le long terme et leur donner le pouvoir de comprendre pourquoi c'est une aberration, pourquoi l'avion est un problème, pourquoi l'ultra fast fashion c'est le diable, il faut justement, comme fait Hugo Décrypte, amener ces notions de pédagogie et leur faire comprendre que ce qu'on cherche, c'est pas juste la polarité, pour être visible, mais c'est pour donner du pouvoir aux citoyennes et aux citoyens pour agir. Et ça veut dire aussi que le corollaire, c'est qu'on s'attache, nous, alors c'est besogneux, laborieux, hein, mais à publier des contenus qui font beaucoup moins le buzz, mais qu'on estime être importants. Par exemple, je sais pas, comment optimiser sa machine à laver pour faire en sorte de relarguer moins de microparticules de plastique. Bon, bah, c'est moins sexy, mais n'empêche que ce contenu, il existe et il a une vraie valeur ajoutée dans la transformation du monde qu'on veut voir opérer. Très bien. Bon, mais alors, on a fait le tour de la question. Est-ce qu'il y a d'autres mains? Oui, ici. Vous pouvez amener le micro. Et puis après, on va peut-être prendre les deux questions. Il nous reste 7-8 minutes. Donc je vais vous demander une prise de parole rapide. Et puis on pourra prendre l'intervention d'après. Bonjour à toutes et tous. Alors je me pose une question. Je travaille aussi dans la communication, et notamment dans les milieux très défavorisés, qu'on appelle quartier politique de la ville. Comment toucher ces publics-là qui, en fait, clairement, ne s'y intéressent pas du tout, et vont plutôt être orientés vers des chaînes qui vont propager des informations qui ne sont peut-être pas basées sur tous ces engagements environnementaux, biodiversité, éthique, et aussi tout ce qui est en lien à la consommation raisonnable, éduquée et comprise. Comment on fait pour aller vers ça dans les milieux très défavorisés? D'accord. On prend une deuxième question dans la foulée. Il y avait un bras qui s'est levé là-bas, par là-bas, au milieu. Et peut-être la troisième question, comme ça on pourra aussi répartir les réponses. C'était là. Pardon. Merci. Déjà, je voulais... Rapidement, hein, puisque... Oui, rapidement. Merci. On n'a pas parlé de quota climat. Je voulais juste voir de quelle manière vous collaboriez ou pas régulièrement avec Quota Climat, qui justement fait en sorte que la prise de parole dans les médias soit écologique, soit de plus en plus présente, et passe son temps aussi à dire qu'à tel moment, il y a des sujets qui ont mal été adressés. J'essaie d'aller vite. Merci beaucoup. Une troisième question. Merci pour les interventions. On a parlé de modèle économique. Je me posais la question, est-ce qu'il existe, ou est-ce qu'il a existé, ou est-ce qu'il a été réfléchi, un modèle de type intermittent du spectacle pour les journalistes, pour les petites startups qui se lancent et les petits médias? Ok, ben merci pour ces trois questions. Désolé, monsieur, on va... ou alors vous donnez très... Ok, on y va. Alors, la première question, elle est assez massive. Comment on évite l'entre-soi sociologique, sociologique ou des gens déjà convaincus, déjà intéressés, avec cette question des milieux populaires, des quartiers populaires. Voilà. Avec le présupposé que je ne suis pas sûr de partager entièrement, quand vous dites que ça ne les intéresse pas du tout, mais en tout cas, c'est la façon dont vous formulez la question. Lou. Alors, merci pour cette question qui est fondamentale et hyper compliquée. À Vert, on a forcément, vu qu'on a une petite équipe au début, on a des sociologies qui sont relativement proches. Plus l'équipe grandit, plus on arrive à se diversifier, notamment en termes de background socio-économique. Donc on a pas mal on a des anciens de familles plus pauvres un peu partout en France. Mais aujourd'hui, de fait, on est quand même CSP+, parce qu'on travaille dans un média à Paris avec... en plus, on se paye correctement à Vert. Mais c'est hyper dur parce que forcément, on ne vit pas ça. Forcément, on essaie déjà de toucher un public qui nous ressemble un peu avant d'espérer toucher d'autres publics. Et pourtant, il faut effectivement... cette information-là, elle est indispensable. Alors, il y a plusieurs choses.
déjà, dans les quartiers populaires, il y a beaucoup de gens qui font de l'écologie sans le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est déjà un mode de vie qui en fait est extrêmement sobre. Alors, la pauvreté n'est pas une bonne manière de faire de la sobriété, mais globalement, aujourd'hui, les gens qui ont le besoin de faire le plus d'efforts sur l'écologie, c'est clairement pas les habitants des quartiers populaires, c'est plutôt les habitants de l'Ouest parisien en tout premier lieu aujourd'hui en France. Donc déjà, expliquer aux riches que c'est d'abord à eux de faire des efforts, c'est une manière de favoriser aussi les gens dans les quartiers populaires. Et ensuite, le mieux, c'est d'avoir des gens des quartiers populaires qui portent ça eux-mêmes parce qu'ils sont beaucoup plus légitimes. Et là, je pense notamment à l'association Banlieue Climat, je pense qu'il y en a peut-être dans la salle qui connaissent, qui est incarnée par pas mal de jeunes, mais notamment Ferris Barkat et Sana, et qui, en gros, eux, ils forment des jeunes des quartiers populaires avec des formations très courtes sur qu'est-ce qu'il y a dans les rapports du GIEC, et ensuite comment est-ce qu'on intègre ça dans le mode de vie, dans les modes de vie des habitants des banlieues, parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus légitimes, ils connaissent beaucoup mieux ces réalités, et encore mieux que ça, parler de climat pour eux, c'est une des manières de mettre le pied dans la porte pour aborder les questions sociales autrement. C'est-à-dire qu'en fait, les questions environnementales et les questions sociales, c'est les mêmes questions. Et donc, quand on cumule les difficultés économiques, généralement, ça va avec les problèmes de santé, ça va avec les problèmes d'environnement, des gens qui habitent plus proches d'axes routiers très fréquentés, etc. Donc, ils cumulent les problèmes. Donc, en fait, bon, voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long, mais en tout cas, aujourd'hui, moi, j'estime qu'on est très, très insuffisant là-dessus à Avert, et c'est vraiment une préoccupation. Et heureusement, il y a des gens qui portent ça de mieux en mieux et qui inventent des manières de parler de ça à ce type de public. Très rapidement, ou on passe aux autres questions. Oui, allez-y. Parce que sur le sujet de la mode, je pense que c'est un levier intéressant. La première réponse, c'est le choix du virage B2B qu'on a fait. Pour moi, la responsabilité, elle est dans les mains plutôt des gouvernements et des entreprises. Donc, surtout pas culpabiliser les personnes qui, notamment, sont des consommateurs et consommatrices d'ultra fast fashion en pleine période d'inflation quand on gagne un SMIC. Mauvaise pioche et message inaudible. Et à mon sens, voilà, c'est pas la bonne formule. Donc, responsabilité d'abord de ce point de vue-là. Ensuite, comme le disait Lou, à mon sens, la santé, c'est vraiment un levier, comme le dit mon amie Mélanie Popov, qui est médecin environnemental, un levier impensé de l'écologie. C'est-à-dire faire comprendre à ces gens qu'il y a une corrélation directe entre justice sociale, crise climatique et puis problématique de santé planétaire et humaine, indispensable. Maintenant, c'est pas très sexy. Je dirais que le troisième levier, c'est comme l'a dit Lou, de ne pas parler à la place de gens qui vivent des choses que l'on ne vit pas nous-mêmes, et donc de donner la place sur nos médias, donner la parole à des personnalités porteuses et représentatrices de ces populations-là. Donc je pense aussi à Iman du média grimpe.fr, à Viola de Argo, un autre média donc, qui est un petit peu plus ancien. Et enfin, le dernier levier, c'est en fait, pour moi, il y a une problématique de renouvellement et de capacité à projeter des imaginaires qui ne soient pas dystopiques et qui ne soient pas frustrants quand on parle d'écologie. Et pour ça, la créativité et générer du désir vers des modèles alternatifs, notamment dans la mode circulaire, voilà, le réemploi. Il y a des écoles géniales comme Casa 93, qui est une école de mode gratuite, dans le 93, qui est une école de glaneurs, donc qui ne fabrique et ne crée des pièces de défilé qu'avec des choses qui sont trouvées, réemployées dans des ressourceries, voire dans la rue. Donc évidemment, c'est un exemple extrême, mais c'est extrêmement sexy quand on voit qu'ils collaborent avec des grandes maisons et qu'ils sont capables de présenter leurs pièces en défilé. Donc dernier levier, la créativité pour changer la perception de cette écologie punitive qu'on peut avoir et donner envie aussi à ces populations-là de s'y intéresser. Très rapidement, les deux autres questions. Quota climat, je ne suis pas bien sûr que ce soit trop la discussion ici, sauf si quelqu'un... Juste bonjour à Jean, on les adore et on s'envoie tout le temps des infos, des mails, on discute. Enfin, il n'y a pas de sujet sur le fait qu'on soit consensuellement copains et qu'on se connaisse parmi les médias écolos. De mon point de vue. C'est plutôt une asso qui interpelle les médias existants et surtout les médias audiovisuels. Donc voilà, a priori, en termes de quotas, vous remplissez largement quotas s'il y a. Et sur la question d'un statut d'intermittence, je ne sais pas si j'avais jamais entendu ça, pourquoi pas? Est-ce que quelqu'un... Alors ça, je pense que c'est pas la question de comment rendre de l'argent, parce qu'on rentre de l'argent par les dons et ensuite on peut envisager statut d'intermittent ou pas. C'est plus la question d'après, qui est quelle est la structure qu'on a derrière nos rentrées, je pense. C'est-à-dire, je ne suis pas sûr de saisir. Ce qui est sûr, c'est que pour embaucher des pigistes, il faut un statut de média. Les pigistes, alors je sais pas, après là c'est vraiment des détails techniques contractuels, mais ne sont pas des intermittents, ne doivent pas cumuler des heures à mon sens. Non. Et à je mon crois avis, je crois pas que là, je pense qu'on s'éloigne un peu, je crois pas qu'il y ait de discussion à ma connaissance. Marie, il nous reste encore 2 minutes. Bon,
Alors, une dernière tournée. Il y a monsieur là-bas qui lève la main depuis un petit moment. Et puis, s'il y a d'autres gens... Merci. Voilà, il y a 2 autres personnes ici. À toute allure. Vous m'entendez? Oui. Oui. J'avais juste une question de savoir si à l'heure actuelle, vous considérez qu'il y a assez de médias écologiques en France. Ok. On passe les micros là-bas pour... Peut-être du coup, pendant que madame amène le micro, rapidement, quelqu'un... Est-ce qu'on est au bon niveau? Peut-être pas tout le monde va peut-être répondre à toutes les questions. Est-ce que l'un a envie de... Moi, ce que j'ai dit, c'est que sur le domaine que je connais un peu, qui est vraiment qu'est-ce que racontent les éléments scientifiques et techniques pour nous aider à nous y retrouver, je pense qu'on n'est pas assez nombreux sur le climat et qu'il y a quasiment personne sur la biodiversité et d'autres enjeux d'écologie, notamment sur l'agriculture. L'agriculture, on est encore exposé à surtout des discours très militants pour le glyphosate et on n'a pas tant de revues de la littérature scientifique. Et pour répondre très rapidement au monsieur, je suis d'accord avec vous deux, il ne faut pas oublier les co-bénéfices, donc notamment on a évoqué la santé, on a d'autres raisons de sortir des ressources fossiles, hein. Ça nous coûte quand même très cher en France parce qu'on ne les sort pas du sol et je suis vraiment d'accord avec toi sur sortir de ce point de vue très dystopique de l'écologie et tant qu'on récompense un livre dont le banc d'euros, c'est la transition énergétique n'aura pas lieu, on n'est pas sorti de ces imaginaires dystopiques. Alors là on entre sur un autre champ. Jean-Baptiste Fressoz sera dans ses murs ce week-end. On pourra poursuivre la discussion. Bonjour, ma question c'est, vous parlez tous les trois de façon différente du temps que vous passez à aller chercher de la donnée pour la vulgariser, pour quasiment former en fait des citoyens ou des professionnels. Ma question c'est, on pourrait attendre ça du média public. Quelle est votre vision du traitement de la question climatique par les médias publics? Et est-ce que votre activité est complémentaire ou est-ce qu'il devrait y avoir plus d'efforts dans les débats publics? Et question parallèle, est-ce que vous avez des financements publics pour votre activité? Et sinon, qu'est-ce que vous pourriez attendre de ce côté-là? Waouh! Pour une ultime question... Je peux répondre en 20 secondes avant de te donner la parole, Lou. Sur la première partie de la question, un lien vers un article de The Good Goods qui est un gros dossier de 10 minutes sur comment est organisée la formation continue des journalistes et des directions éditoriales dans les médias et pourquoi il y a un énorme gap entre les outils et ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, qu'on a fait avec Béatrice Hérault, qui est une journaliste qui forme justement les directions éditoriales à ces questions-là, à détection du greenwashing et la RSE en général. Donc si vous souhaitez aller le lire. La deuxième partie, nous on touche pas de subventions en dehors de... Alors c'est public, je ne sais pas, du CNC. On a eu la chance d'avoir une bourse pour notre chaîne vidéo sur Instagram, mais aujourd'hui c'est tout. Et je prends les infos. On va prendre la toute dernière question là-bas, sauf si Lou, c'est vraiment sur cette question des aides publiques. Non, je voulais répondre sur est-ce qu'il y a assez de médias et est-ce que c'est assez bien traité dans les médias audiovisuels publics. Alors, est-ce qu'il y a assez de médias ça, je sais pas, mais en tout cas, ils n'ont pas l'audience qu'ils devraient avoir. Donc, il y a beaucoup de médias qui se créent, mais ils sont encore aujourd'hui trop petits, même les médias intermédiaires comme Reporter. Après, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de gros médias qui commencent à s'améliorer vraiment. Alors, évidemment, il y a Nouvelle Obs, Libé, c'est vachement amélioré, Le Monde aussi. Donc ça, c'est hyper encourageant. Et dans les médias audiovisuels, force est de constater qu'on est quand même dans un moment un peu de retour en arrière, ce qui sidère beaucoup de gens, y compris dans les médias audiovisuels, avec d'un côté des rédactions qui se musclent. Et par ailleurs, on a des émissions comme Vert d'orage sur France 5 ou Planète Bleue sur France Bleu, qui sont des cases très scrutées, en plus qui c'est pas toujours des problèmes d'audience, et qui malheureusement disparaissent et qui sont remplacés par rien, quoi. Donc on est dans un moment un peu particulier où il y a une partie des médias audiovisuels qui s'améliore et il y a des trucs qui disparaissent. Et là, c'est un peu inquiétant parce qu'on se dit, est-ce que pour certains, l'écologie, c'est passé de mode, quoi. Et ça, ce serait vraiment une très très mauvaise nouvelle. Toute dernière question. Bonjour messieurs, dames. Oui, dans les médias de demain, il y a aussi la nécessité de réfléchir au green data. Et qu'est-ce que vous avez commencé, quelle stratégie avez-vous commencé à convenir pour répondre aux enjeux de demain face à la pollution cachée d'Internet et de l'intelligence artificielle et de toutes les applications? Ah beau défi pour la fin. Alors, la pollution cachée. Alors, c'est pas une question facile, surtout qu'effectivement, moi, je dépends de la vidéo comme format. Je suis en train de bosser sur un sujet là-dessus.
Je pense qu'en France, il y a eu des communications un peu décalées qui vous font penser que l'impact du numérique n'est pas où il est. Alors vraiment, limiter le visionnage de Netflix ou vider sa boîte mail, ça n'a pas un impact énorme. La majorité de l'impact du numérique, ça va être dans les terminaux que vous avez, et ça va être proportionnel à la taille de l'écran pour aller très vite. Donc en fait, l'impact du numérique il y a 30 ans et l'impact du numérique aujourd'hui, ça reste quand même pas mal la grosse télé qui n'a cessé de grossir. Après, on peut réfléchir à quel est l'impact des données, des vidéos, etc. Et ça se quantifie, et ça se quantifie assez bien. Si vous regardez, je ne sais pas, 1 heure de Netflix par jour pendant 1 an, ça va être quelques kilomètres en voiture, quoi. J'exagère à peine. Donc ces quantifications, je pense qu'il faut plus communiquer autour de ça pour comprendre où sont les problèmes. Mais je pense que la réflexion sur le numérique, c'est quand même beaucoup plus une question d'usage de terminaux et de multiplication de ces terminaux, quoi. Je ne sais pas si ça répond bien. Et après, moi, le problème aussi, c'est que les données qu'on a, ce n'est pas nous qui les gérons, quoi. On dépend de plateformes pour les algorithmes, mais aussi pour ces questions-là. Je suis désolé, je pense que ça répond pas très bien. Mais c'est nécessaire de mentionner ce sujet qui est encore trop dissimulé, hein, et mal compris. Mais d'ailleurs, je travaille là-dessus pour sensibiliser sur, par exemple, limiter le stockage, vous faire payer le temps de stockage sur Internet au lieu d'importer sur notre propre matériel, au lieu de multiplier la quantité de data center, de matériel. Parce que, en fait, par exemple, quand... Oui, je ne sais pas, on va peut-être finir la discussion. Je vous interromps un petit peu, mais je voulais quand même surtout que nos deux... vous avez là-dessus des choses à pointer, non? Okay. On a déjà dépassé... Victoire, voilà. On a déjà dépassé le temps imparti, il est 23h24, il y a un débat qui commence dans 7-8 minutes à 16h30, un entretien avec Catherine Larère et Marielle Massé, animé par mon camarade de l'Obs, Xavier Delaporte. Donc je remercie tous nos interlocuteurs. Je rappelle que... Je remercie... Applaudissements nourris, hein, pour nos intervenants. Je remercie la salle pour les questions. Et je vous rappelle que le week-end des possibles dure toute l'après-midi et encore demain. Puis qu'il y a plein de choses à visiter dans les couloirs. Merci à tous. Au revoir.